Professeur Odile Launay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue, hôpital Cochin à Paris, membre du comité vaccin Covid-19. Professeur Launay, j'aime vous recevoir pour votre mesure, pour votre impartialité, pour votre savoir sur les vaccins. Nous allons revenir sur les vaccins. Comment inciter les Français à ne pas avoir peur d'AstraZeneca? Comment inciter les Français tout simplement à se faire vacciner? Ce seront des questions que je vous poserai tout à l'heure, professeur Launay, mais lever des restrictions sanitaires. Le calendrier sera respecté, c'est ce que dit le président de la République, c'est ce que dit le gouvernement. 3 mai, lever des restrictions de déplacement, allègement du couvre-feu si les terrasses ouvrent le 17 mai, couvre-feu allégé 21h, 23h, c'est toujours en débat, nous en saurons un petit peu plus en fin d'après-midi. Réouverture sous condition donc des terrasses de cafés-restaurants, peut-être des lieux de culture, avec des jauges réduites dès le 15 mai. Nous verrons bien cet après-midi ce qui sera annoncé. Est-ce qu'Emmanuel Macron prend un gros risque? Lever des restrictions sanitaires, quoi qu'il en coûte, est-ce raisonnable? Je crois que c'est un peu un peu tôt pour le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que les Français poursuivent le respect des mesures de confinement pour qu'on arrive à faire baisser ce nombre de nouvelles contaminations. Aujourd'hui, le nombre ne baisse pas vraiment. On a l'impression qu'il y a une petite baisse, mais on est encore à des nombres de contaminations très élevés et à un nombre de patients en réanimation très élevé. Par contre, ça ne monte plus. Et donc maintenant, il faut que ça baisse. Et ça ne peut baisser que si les Français, jusqu'à la date qui est aujourd'hui prévue à la mi-mai, respectent le confinement et respectent les mesures barrières. Donc ça, c'est vraiment un point capital. Donc nous sommes dans l'expectative. Vous, la première, si je comprends bien. Je crois qu'on peut aujourd'hui se dire que si tout va bien, on va avoir une baisse de ces contaminations, une baisse des hospitalisations et qu'on pourra, dans ces cas-là, réouvrir un certain nombre de... Mais encore une fois, je crois que les Français... On prend un risque, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, on ne prend pas de risque puisque c'est pas ouvert. Donc il sera toujours temps d'adapter les mesures. Mais ce que je voulais faire passer, c'est qu'il faut absolument que les Français comprennent que c'est aussi dans leurs mains la possibilité de réouvrir un certain nombre d'activités. Il faut que d'ici la mi-mai, et on n'est encore que le 22 avril, on continue à respecter ces mesures barrières, à éviter que le virus continue à se transmettre. Serait-ce une façon de responsabiliser les Français? Je pense que les Français doivent être responsabilisés. Ils ont en partie les cartes en main. Les dirigeants, ne peuvent pas tout. Hein. Ils font au mieux. Je pense que pour eux, les choix sont extrêmement difficiles. Ils ont d'une part des enjeux sanitaires qui sont majeurs, mais ils ont d'autre part des enjeux économiques. Et puis on a tous envie que les terrasses ouvrent et qu'on puisse reprendre une vie qui soit plus proche de la normale. Et que les commerces ouvrent, etc. Commerce non alimentaire. Est-ce qu'il faut adapter la levée des restrictions sanitaires à la situation dans chaque département, territorialisée en quelque sorte? C'est tout à fait envisageable dans la mesure où ce qu'on veut, c'est que le virus circule à un niveau... On n'aura probablement pas le zéro Covid. On voit bien que on peut pas aujourd'hui, avec 30 000 contaminations, passer dans 3 semaines à zéro Covid. Par contre, on sait aussi que le virus circule de façon inégale selon les départements et on pourrait envisager que les restrictions puissent être levées finalement de façon progressive en fonction de la circulation du virus qui aujourd'hui est bien connue par département ou par région. Sauf que ça change vite. Je regardais les chiffres. Tout l'ouest de la France, la Bretagne et tout le sud-ouest préservé. Je vois tout à coup le taux d'incidence qui monte et je vois ailleurs, dans d'autres régions très touchées, je vois le taux d'incidence baisser. Donc, évidemment, avec la circulation des personnes, il est évident que le virus circule également. Il y a la circulation des personnes. Il y a aussi un certain nombre d'inconnus qu'on connaît moins bien, qui sont la température, le climat, le fait que certaines populations ont déjà été très touchées par le virus. Donc, peut-être aussi... un respect des mesures barrières qui est différente. L'Ouest a été relativement épargné jusqu'à maintenant. Peut-être que... on n'a jamais su pourquoi, d'ailleurs. On n'a jamais su pourquoi. Peut-être des questions, justement, d'hygrométrie ou de température qui font que le virus, finalement, circule moins. Peut-être moins de population aussi. La Bretagne est peut-être moins... Il y a moins de grosses métropoles. Enfin, il y a un certain nombre de facteurs qui sont encore... pas forcément bien connus. Professeur Odile Launay, autre choix du gouvernement, les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires, rentrée le 26, comme prévu, c'est-à-dire lundi prochain. Alors, il y aura des mesures très strictes, sanitaires. Première mesure, une classe fermée dès le premier cas Covid. C'était indispensable ?
Ah oui, je pense que c'est indispensable. La réouverture des écoles et des crèches est indispensable. Quand on discute avec nos collègues pédiatres, ils sont absolument très inquiets de la souffrance aujourd'hui des enfants. Ils ont des enfants qui sont maltraités, donc quand ils n'ont plus la possibilité d'aller à la crèche ou à l'école, finalement vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est pas uniquement l'accès aux connaissances, mais c'est aussi des situations de maltraitance. Et je discutais avec une collègue pédiatre qui m'expliquait qu'ils avaient des suicides chez des enfants de 8 ans, par exemple. Donc des suicides chez les enfants de 8 ans. Donc c'est vraiment des situations très difficiles. Et il n'y a pas que l'aspect sanitaire qu'on doit prendre en compte. Et évidemment, la souffrance que peuvent rencontrer ces enfants dans des situations où... Donc il faut ouvrir. Donc il faut absolument ouvrir. Ça, il faut ouvrir. Alors collège et lycée, ce sera la semaine suivante. La semaine prochaine sera à distance. Des tests, 1 million de tests salivaires par semaine pour les élèves de primaire et collège, école primaire dès la semaine prochaine. Donc 2 autotests par adulte par semaine pour chaque adulte et 1 autotest par lycéen par semaine. Et puis la vaccination des enseignants ou des personnels qui travaillent dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il faut l'imposer, cette vaccination? Imposer, c'est difficile, mais accélérer cette vaccination. Alors, on a 2 problèmes. On a d'une part on sait que les enfants transmettent moins. Alors c'est moins vrai pour les plus grands, au collège et au lycée. Donc c'est, je pense, en priorité pour les enseignants qui travaillent avec les enfants plus grands. L'imposer, moi je ne suis pas du tout partisan d'une obligation vaccinale. Je pense qu'il faut inciter les gens en leur expliquant le bénéfice qu'apporte le vaccin. On est ensuite confronté à un problème d'accès à la vaccination et du nombre de doses. Donc jusqu'à présent, le nombre de doses reste relativement limité, mais on sait que dans les semaines qui viennent, on va avoir un nombre de doses beaucoup plus important qui va permettre de vacciner effectivement les professions exposées, pas uniquement les enseignants, mais un certain nombre d'autres professions qui sont exposées au public et qui sont potentiellement plus à risque malgré les barrières. Et pourquoi êtes-vous opposé à la vaccination obligatoire ? Elle existe pour voyager, elle existe pour aller dans certains pays, la vaccination obligatoire. Alors, de toute façon, aujourd'hui, l'obligation ne peut pas être mise en place puisqu'on n'a pas les doses suffisantes. Bon, oui, c'est vrai. On est dans une... Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on aimerait mieux que les gens adhèrent à cette vaccination, comprennent l'intérêt de cette vaccination. Et puis, il va y avoir une certaine obligation avec la mise en place du pass sanitaire. Et donc, quand on discute... Vous êtes favorable, hein ? Vous avez été l'une des premières, d'ailleurs, à défendre le pass sanitaire, ici même. Je me souviens. Je suis pas vraiment favorable, mais je veux dire, c'est la logique. Aujourd'hui, si on veut aller dans un pays où on a réussi à finalement contrôler le virus, ça paraît acceptable que les pays en question exigent que les gens n'apportent pas à nouveau le virus. C'est le cas, par exemple, pour la fièvre jaune. Il y a une obligation vaccinale dans un certain nombre de pays. Les personnes acceptent de se vacciner et le vaccin pour la fièvre jaune a au moins autant d'effets indésirables que les vaccins contre le Covid qu'on a aujourd'hui. Au moins autant, c'est intéressant. Ça veut dire probablement... Enfin, moi, je connais bien le vaccin fièvre jaune. Il y a plus d'effets indésirables avec la vaccination fièvre jaune qu'avec la vaccination Covid. Et il y a plus d'effets indésirables avec... Ah non, bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Et la population ne refuse pas le vaccin fièvre jaune, la même population qui refuserait le vaccin contre le coronavirus. Parce que la vaccination fièvre jaune est peut-être une vaccination plus ancienne. Et aujourd'hui, les gens ont peur de ce vaccin Covid parce que c'est un vaccin qui est arrivé très rapidement. Et au lieu de se dire, on a une chance incroyable d'avoir des vaccins en un délai aussi court, ils disent, oh là là, mais c'est trop court, c'est probablement, il doit y avoir des problèmes. Non, on a des vaccins incroyablement efficaces et qui sont jusqu'à présent très sûrs. Je vais revenir sur les différents vaccins, notamment AstraZeneca. Comment inciter les Français à se faire vacciner avec AstraZeneca? Les voyages, la France va suspendre les vols en provenance et à destination de l'Inde, indispensable, parce que ce pays est très touché par un nouveau variant, semble-t-il. Alors l'Inde fait face à une situation absolument catastrophique avec un nombre de cas, un nombre de malades énorme. On a vu qu'ils avaient dû mettre en place de façon urgente des structures dans des gares, dans des endroits publics pour prendre en charge les malades. Il y a parfois 2 malades par lit et donc on est vraiment catastrophé par ce qui se passe en Inde. Ça veut dire d'une part qu'il faut que la vaccination puisse être accessible à tous et ça ne peut pas être uniquement un bien pour les pays riches. Donc il faut absolument que les pays riches s'organisent pour que les vaccins
puisse être produit en quantité suffisante et puisse être envoyé dans les pays les moins riches. Et puis, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une aide pour des pays comme l'Inde, a une population très nombreuse et des infrastructures en termes médicales qui sont insuffisantes. Ce fameux variant indien, il existe. Ce fameux variant indien, il existe, mais de toute façon, les variants, on va en avoir tout le temps. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc il n'a rien de particulier par rapport au variant brésilien pour l'instant, au variant anglais. Oui. Pour l'instant, il ne semble pas. Alors, on est un peu inquiet parce qu'on voit une épidémie qui augmente dans une population qui a déjà été touchée par le virus. Un peu ce qu'on a vu au Brésil, c'est-à-dire finalement une immunité post-infectieuse qui semble contrôler seulement en partie ces nouveaux variants. Beaucoup de personnes qui ont déjà été touchées infectées et qui sont de nouveau infectés. Donc ça, c'est le risque des variants. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas accepter que ce virus circule à des niveaux trop importants, parce que ça facilite, ça augmente le risque de voir émerger ces variants. Rassurez-nous, le virus varie, le vaccin varie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le vaccin s'adapte aux variations du virus. Alors le virus varie, et il varie de façon assez importante. Il varie d'autant plus qu'il y a plus de circulation du virus, puisque la chance, c'est mathématique, la chance que le virus varie et augmente avec le nombre de la multiplication du virus. Les données qu'on a aujourd'hui montrent que les vaccins restent pour l'instant efficaces, avec une efficacité un peu moindre sur ces nouveaux variants, mais malgré tout avec une efficacité. Et comme vous venez de le dire, les industriels sont en train de construire et de fabriquer des vaccins qui seraient adaptés à des variants moins efficaces. C'est les mêmes vaccins, mais adaptés. Voilà, un peu comme on fait pour la grippe, c'est-à-dire que chaque année, on adapte la composition du vaccin en fonction des virus qui circulent. Là, on suit de façon très précise ces variants, leur susceptibilité aux vaccins déjà existants, et ça permet de mettre en route des nouveaux vaccins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons l'obligation de nous faire vacciner chaque année? Alors l'obligation, pour l'instant, c'est pas obligation, mais pas l'obligation, mais l'obligation si on veut être préservé. Il y a des éléments aujourd'hui pour penser qu'on va devoir avoir des rappels. Alors est-ce que ça va être des rappels tous les ans? Est-ce que ça va être des rappels à des distances, à des intervalles différents selon les populations? Peut-être chez les gens plus âgés, des rappels plus rapprochés. Chez les gens qui ont un déficit de leur réponse immunitaire, également des vaccins à des intervalles plus réguliers. Aujourd'hui, personne ne sait. On apprend avec cette vaccination. Alors, AstraZeneca, comment casser la défiance, professeur Launay? Alors, je crois qu'il faut être très clair sur les effets indésirables qui sont observés avec ce vaccin. Ils existent. Ce sont des effets indésirables qui n'avaient jamais été mis en évidence avec des vaccins auparavant, qui sont liés, de ce qu'on sait, à l'induction par le vaccin d'anticorps, d'auto-anticorps, donc de notre propre organisme, qui sont dirigés vers les plaquettes. Les plaquettes, c'est des éléments du sang qui sont indispensables pour la coagulation. Et donc, ces effets indésirables, ces auto-anticorps vont produire d'une part des thromboses, mais des thromboses un peu particulières, puisque c'est des thromboses profondes au niveau cérébral ou au niveau digestif, et des phénomènes qu'on appelle de coagulation intravasculaire disséminée, c'est-à-dire des hémorragies. Donc ça existe, ça a été maintenant bien identifié, ça arrive à peu près chez 1 sur 300 000 personnes vaccinées avec AstraZeneca, un peu moins avec Johnson & Johnson, le vaccin de Janssen. Ce sont le même type de vaccin. Oui, c'est le même type. C'est le même type d'effet indésirable. Ces effets existent, sont exceptionnels, mais peuvent être graves. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que les personnes qui sont vaccinées soient informées de ce risque, que leurs médecins soient informés, et que s'il existe des signes qui peuvent évoquer ce type d'accident, encore une fois, qui sont exceptionnels, ils puissent consulter très rapidement. Alors, il faut aussi mettre en regard ces risques, qui sont des risques réels, avec le risque de faire un Covid grave lorsqu'on est plus âgé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les recommandations françaises sont de réserver ce vaccin à des gens plus âgés, pour lesquels on sait que le risque de Covid grave est beaucoup plus important. AstraZeneca est-il dangereux? Je vous pose simplement la question. Je viens de vous le dire, pour une personne vaccinée sur 300 000, on peut avoir un accident. Est-il vrai que le risque d'être foudroyé est plus grand que le risque d'être victime du vaccin? Alors, je ne connais pas le risque d'être foudroyé. Je ne sais pas quelle est la fréquence des gens foudroyés. Oui, le risque d'être foudroyé est plus grand. C'est possible. Mais après, la foudre, vous y pouvez rien. Là, les gens se disent, moi, je ne vais pas aller justement me faire vacciner alors qu'il existe un risque. Ça peut se comprendre. Donc, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est qu'aujourd'hui, le risque, s'ils ont le virus, et le virus, encore on l'a dit, circule de façon très importante, il est beaucoup plus important
que le risque de faire cet effet indésirable. Et s'ils sont prévenus de cet effet indésirable et qu'ils peuvent très vite consulter, il y a une prise en charge qui existe et qui évite les complications. Maintenant qu'on le sait, il faut prendre en charge et traiter ces patients. Je comprends. Donc il vaut mieux être vacciné avec AstraZeneca que courir le risque d'attraper le Covid. Il n'y a aucune comparaison. Aujourd'hui, il faut absolument, et on a parlé de la réouverture des activités le mi-mai, cette ouverture, elle est aussi, on doit vacciner le plus de personnes possible. On sait aujourd'hui que les vaccins AstraZeneca ne trouvent pas preneur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser toutes les doses d'AstraZeneca. Et la vaccination de la population française avant l'été, et ce qui va nous permettre de passer un été normal, elle pourra se faire que si tous les vaccins qu'on a sont utilisés, y compris l'AstraZeneca. Mais c'est là où le pass sanitaire peut être utile, ou pas ? Professeur Launay, pour, je ne sais pas moi, pour assister à un concert, pour entrer dans un stade, pour aller dans un restaurant. Bien sûr, ça va être possible. Mais je crois surtout qu'il faut expliquer aux Français que ces vaccins, on n'a pas le nombre de vaccins nécessaires pour vacciner tout le monde. Donc il faut utiliser tous les vaccins qu'on a aujourd'hui à notre disposition, qui sont des vaccins qui sont recommandés par la haute autorité de santé. Élargir la vaccination à tous les actifs, par exemple, sans condition d'âge ou sans... à condition qu'on ait le nombre de doses. Si on a les doses. Donc, il faut que les personnes de plus de 55 ans acceptent de se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca, que celles qui ont moins de 55 ans soient vaccinées avec le vaccin Pfizer, et qu'on n'ait pas des doses de vaccin dans les frigidaires. Quand on voit ce qui se passe dans les centres de vaccination où il reste des doses d'AstraZeneca, alors qu'on ne peut pas vacciner toutes les personnes qui devraient l'être, parce qu'ils sont à risque de faire des formes compliquées, c'est vraiment... Anonymiser le vaccin ? Ne pas savoir quel est le vaccin que l'on reçoit ? Ça vous paraît acceptable ? Non, mais non. Moi non plus. Vous non plus. Non, on peut pas. Voilà, on peut pas ne pas dire aux gens ce qu'ils ont reçu comme médicaments. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'il y a tout de même le risque de voir cette campagne de vaccination traîner en longueur. C'est le risque principal pour lutter contre cette épidémie. Encore une fois, là, cette campagne... On risque de ne jamais sortir de l'épidémie si ça traîne. Cette campagne, elle est dans la main des Français. Je crois qu'aujourd'hui, l'État a mis en place tout ce qu'il fallait pour que les Français puissent avoir accès à la vaccination, même si au début, on peut dire qu'il y a eu un tout petit peu de retard au démarrage. Aujourd'hui, on voit bien que les centres de vaccination sont organisés. On fait tout pour que les gens puissent avoir accès au vaccin. Donc maintenant, c'est aussi aux Français d'accepter de se faire vacciner et d'accepter de suivre les recommandations qui leur sont faites par les gens qui connaissent la vaccination et qui leur proposent un vaccin qui est pour eux tout à fait raisonnable. Oui, aujourd'hui nous avons 4 vaccins à notre disposition. On va en avoir bientôt. D'autres vont arriver. Donc j'ai même vu qu'il y a un vaccin franco-autrichien Valneva, mais qui n'a pas trouvé d'accord avec l'Union européenne et qui est un vaccin aussi qui doit apparaître avant la fin de l'année, qui est aussi un vaccin style AstraZeneca. Non, aussi, pas du tout. Valneva, c'est un vaccin entier inactivé, comme le vaccin de la grippe en fait, à peu près la même chose, sauf qu'il a en plus un adjuvant, donc une substance qui permet d'améliorer la réponse immunitaire. Il n'y a pas d'adjuvant dans Pfizer. Dans les vaccins ARN, il n'y a pas besoin d'adjuvant. Et dans les vaccins vectorisés, non plus, il n'y a pas d'adjuvant. Mais ça, c'est important à préciser, parce qu'on a tellement dit que les adjuvants seraient responsables de conséquences graves. Oui, préciser qu'il n'y a pas d'adjuvant, c'est important. Ces vaccins-là n'ont pas besoin d'adjuvant, mais ce n'est pas pour autant que les vaccins avec des adjuvants posent des problèmes. On va avoir, on espère, un vaccin de Novavax qui a un adjuvant et qui est peut-être le vaccin qui permet d'avoir les titres en anticorps les plus élevés, justement grâce à l'adjuvant. Sanofi Pasteur aussi travaille sur un vaccin avec un adjuvant et on a des éléments pour se dire que peut-être ces vaccins avec des adjuvants permettront des anticorps à des titres élevés et permettront de pouvoir être efficaces chez des gens dont le système immunitaire marche moins bien et pour lesquels les premiers résultats montrent qu'ils répondent pas très bien au vaccin ARN, par exemple. Je voudrais vous poser une dernière question, et je pense à toutes les personnes, femmes, hommes, qui ont un système immunitaire défaillant. La vaccination n'est peut-être pas très efficace, c'est ce qu'on leur dit. Une 3e dose, il faudrait les vacciner une 3e dose, vacciner l'entourage, que faire pour ces personnes? Alors ces personnes-là, on espérait que le vaccin ARN marcherait bien, puisqu'il marche très bien, on l'a vu chez les gens âgés. Et les gens âgés ont
un déficit de l'immunité lié à la vieillesse qu'on appelle l'immunosénescence. Malheureusement, les premières données qu'on a chez les gens immunodéprimés, en particulier les transplantés d'organes solides, mais aussi les allogreffés, les dialysés, montrent qu'ils répondent moins bien à la vaccination. Et on a aussi des éléments pour montrer qu'ils font des échecs vaccinaux avec des Covid graves, malgré le fait qu'ils aient été bien vaccinés. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'essayer de voir si une 3e dose de vaccin pourrait avoir un intérêt. Mais je pense qu'il est extrêmement important de leur rappeler, d'une part, qu'ils sont, même s'ils ont été vaccinés, probablement pas très bien protégés. Et donc, il faut bien sûr qu'ils respectent les mesures barrières, mais aussi que leur entourage, et leur entourage, c'est les gens qui vivent avec eux, mais c'est aussi tous les soignants qui s'occupent d'eux. Ça veut dire les soignants à l'hôpital, les soignants dans les centres de dialyse, les gens qui peuvent venir les aider à domicile. Et je pense que ces gens-là doivent être responsabilisés. Et c'est vraiment indispensable qu'ils soient vaccinés, parce que même si le vaccin n'empêche pas complètement la transmission, il le diminue de façon très importante. Et la protection de ces personnes fragiles passe aussi par la vaccination de l'entourage et limiter le risque de transmission. Et ça, vraiment, c'est un message qui est pour moi majeur aujourd'hui. Il faut que ces personnes fragiles soient protégées, en essayant d'améliorer évidemment leur réponse immunitaire à la vaccination, mais aussi en limitant le risque de transmission et en vaccinant leur entourage. Merci beaucoup, professeur Launay. Merci d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Demain, Roselyne Bachelot, qui a été très touchée par le Covid et qui fera sa première radio-télévision demain matin avec moi à 8h30. Merci, 8h54.